Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. En effet, cela va beaucoup m'aider puisque YouTube a tendance à invisibiliser mes vidéos et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire à mes chers abonnés de vérifier votre abonnement puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Donc vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. Voilà, donc là c'est le point sur l'Ukraine du 22 mars 2025 et nous allons parler de l'information la plus intéressante, c'est-à-dire que le gouvernement de Trump envisage très sérieusement de quitter l'OTAN. Alors maintenant, est-ce vraiment vrai? J'ai envie de vous dire, bon, ça a été repris par un des plus grands médias des États-Unis, c'est-à-dire NBC News, donc on suppose que c'est sérieux, et c'est deux hauts responsables militaires qui l'ont dit. Alors évidemment, nous regarderons cet article ensemble. C'est tout à fait possible, puisque Trump l'avait déjà laissé entendre, même si moi personnellement je n'y crois pas trop. Pour moi, ça reste encore des bruits de couloir. Les États-Unis quitter l'OTAN, ça me semble un peu trop gros. Mais encore une fois, pourquoi pas? Ce n'est pas complètement improbable, c'est tout à fait possible. Ce serait typique de Trump. Parce que évidemment, être dans l'OTAN, ça coûte très cher aux États-Unis, hein. Ce qui fait l'OTAN, c'est les États-Unis. Alors maintenant, si les États-Unis quittent vraiment l'OTAN, est-ce que l'OTAN en tant qu'entité existera encore? Je ne le sais pas. En tous les cas, voilà, ça c'était une information importante. Alors aussi, nous allons parler de Koursk, l'après-Koursk, puisque bon, là, les Russes maintenant essayent de prendre totalement Koursk. Ce n'est pas encore le cas, donc là, ils ont encore quelques petits morceaux de territoire qu'ils n'ont pas encore récupérés. Mais franchement, ça ne saurait tarder, puisque la place forte qui était Souja, qui était donc le QG des Ukrainiens dans l'oblast de Kursk, a été complètement pris. Donc là, c'est qu'une question de jours, je le pense. Donc qu'est-ce que ça va faire en conséquence? Eh bien, ça va faire que Zelensky, qui voulait utiliser Kursk comme levier de pression contre Poutine, tout ça disparaît. Bon, entre nous, Kursk n'a jamais été un levier de pression. Ça, c'est Zelensky qui se l'est imaginé tout seul. Hein, mais bon, c'est la prophétie autoréalisatrice. Hein, on pense que, et puis on espère que, voilà. À l'image d'ailleurs de l'Union européenne et même de Trump. Hein. Je vous dis ça, bon, je vais en reparler un peu plus tard concernant où on en est au niveau des négociations. On va reparler des prophéties autoréalisatrices à ce moment-là. Bref, donc concernant Kursk, eh bien, que va-t-il se passer? Les Russes vont évidemment reprendre la totalité de Kursk, mais attention, parce que, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, tout du moins ce n'est pas tout à fait exact, lundi dernier, pour être très précis, eh bien, sur la carte militaire, je vous avais montré 4 avancées sur le territoire ukrainien par les Russes. Donc des poches qui se sont créées et qui n'ont pas de raison de refluer. Donc l'après-course, ce sera quoi? L'oblast de Soumy? Ça me paraît un peu gros. L'oblast de Soumy est un oblast important. Ça demanderait encore d'autres forces pour les Russes pour atteindre cet objectif. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils vont faire une petite zone tampon.
le long de la frontière russo-ukrainienne, là où il y a l'oblast de Soumy et l'oblast de Kursk. Je le suppose, tout du moins, nous verrons bien, vont-ils faire un second front Lipsy-Vovchansk qui se trouve un peu plus à l'est? Vont-ils faire ça? Donc une zone tampon, bref, je ne le sais pas. En tous les cas, quand l'histoire de Kursk sera complètement finie et que les forces russes vont pouvoir, en grande partie, je dis bien en grande partie, pas totalement, puisqu'il y aura toujours besoin de forces russes à Kursk pour garder la frontière, mais on va dire, je dis ça des chiffres comme ça, hein, mais à mon avis, si 80% des forces russes qui étaient à Kursk vont aller sur le vrai front, imaginez-vous ce que va donner le front. J'ai lu dans le New York Times qu'il y avait environ entre 60 000 et 70 000 hommes russes à Kursk. Imaginez-vous si, admettons, 50 000 hommes russes s'en va de Kursk et va appuyer le front, le vrai front, c'est-à-dire vers le Donbass. Que va-t-il se passer d'après vous? Catastrophe pour l'Ukraine, bien évidemment. Ça ne peut se passer que comme ça. Déjà que le front est en plein effondrement, imaginez-vous avec 50 000 vétérans russes qui vont appuyer le front peut-être à Zaporozhye, peut-être à Kherson, puisque là c'est en train de se faire là, hein. Sérieusement, là même les Ukrainiens le voient, il y a eu de vrais euh, agglutinements, pourrait-on dire, de vraies forces qui ont été rassemblées à Zaporozhye et aussi à Kherson. Donc, est-ce que les forces russes vont se lancer dans la prise de la grande ville de Zaporozhye et dans la plus petite ville de Kherson? C'est tout à fait possible parce que là, si on regarde la carte militaire, tout l'indique. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, si c'était moi, c'est là que j'enverrai les 50 000 hommes. Bon, évidemment, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire de tous ces hommes-là. Vont-ils en profiter pour aller sur Kramatorsk, prendre Slaviansk? Je ne sais pas quelles sont les priorités des Russes. Mais en tous les cas, voilà, il y a une chose est certaine, des forces, une grosse partie des forces de Kursk vont être prises et vont être envoyées sur le front. Voilà, le vrai front. Donc à partir de là, la puissance russe sur le terrain va être encore une fois bien augmentée, évidemment. Alors cela dit, sur le front, les Ukrainiens essayent de faire des choses. Par exemple, il y a un nouveau missile ukrainien Neptune qu'ils appellent Long Neptune qui aurait déjà tapé les Russes à Toupsaé, comme je vous ai montré lundi dernier. Donc c'est un dépôt pétrolier. Ce missile est une sorte d'hybride missile de croisière et drone. Nous verrons bien, nous verrons bien. Il a une portée d'environ 1000 km. Bon, nous verrons bien. En tous les cas, voilà. Donc les Ukrainiens ne lâchent pas l'affaire et essayent d'innover de leur côté. C'est pas la première fois que les Ukrainiens innovent en armement, sauf que, selon mon avis à moi, c'est la première fois que leur innovation, évidemment, ils ne sont pas seuls, hein. C'est pas que des Ukrainiens qui ont travaillé sur le Long Neptune. Il y a aussi les Britanniques, principalement, peut-être même les Américains, mais en tous les cas, les Britanniques, c'est sûr, ne serait-ce que pour la supervision de l'ingénierie et pour les fonds. Parce que là, les Britanniques en avaient déjà parlé, ils avaient dit qu'ils feraient tout pour aider l'Ukraine quant à l'amélioration de leurs drones et leurs missiles. Donc là, on en voit le parfait exemple. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Kursk. Alors maintenant, les négociations Trump-Poutine. Alors j'ai envie de vous dire, en peu de mots,
Ben, il ne s'est rien passé de notable en réalité. Donc Poutine joue le temps long, essaye de gagner du temps pour être très clair. Donc là, il y a eu d'abord un accord de cessez-le-feu qui a été fait entre les États-Unis, l'Ukraine. Donc Trump qui a téléphoné à Zelensky. Et ensuite, bon, il y a eu un accord Trump-Poutine directement, un accord téléphonique pour le cessez-le-feu. Et au final, aux dernières nouvelles, un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu de 30 jours. Et cet accord tient principalement par le fait que les deux parties, Ukraine et Russie, ont été d'accord pour épargner les infrastructures énergétiques. Voilà, ça c'était le point principal de ce cessez-le-feu. Bon, évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Zelensky, juste après, a dit que la Russie avait violé les termes du cessez-le-feu. Bon, c'était attendu de la part de Zelensky, bien sûr, mais en attendant, Poutine a donné ordre de ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Alors maintenant, nous verrons si cela tient, parce que si, pour la Russie, et j'insiste, pour la Russie, les Ukrainiens violent le cessez-le-feu, parce que oui, ça marche dans les deux sens, eh bien les Russes pourraient dire, ah bah moi je vais continuer à frapper les infrastructures énergétiques, puisque Zelensky viole le cessez-le-feu. Donc bon, évidemment, après c'est une partie de ping-pong, hein, ah regardez, il a violé le cessez-le-feu, et l'autre dit, ah bah regardez, il a violé le cessez-le-feu. Bon, bref, tout ça ne mène à rien. Qui est le grand gagnant dans cette affaire? Bah évidemment, c'est Vladimir Poutine, qui lui est victorieux, qui avance sur le terrain. Quand Koursk sera terminé, comme je viens de vous le dire précédemment, bah, des dizaines de milliers de combattants vétérans vont renforcer le front de l'Est, du Donbass donc. Donc Vladimir Poutine va pouvoir enfoncer les forces ukrainiennes encore plus facilement, tout va s'accélérer, bien évidemment. Donc en gros, Poutine a toutes les cartes en main, comme l'avait dit il y a quelque temps d'ailleurs Donald Trump, ne l'oublions pas. Alors Vladimir Poutine, bon, mettez-vous à sa place, il est victorieux, il a toutes les cartes en main, les États-Unis ne vont pas appliquer de sanctions supplémentaires parce que Trump l'a précisé, il a dit qu'il n'appliquerait pas au final, les derniers mots de Trump, de nouvelles sanctions à la Russie parce que sinon cela handicaperait, voire enterrerait un accord de paix, chose que Trump ne veut absolument pas, puisque la priorité de toutes les priorités de Donald Trump, c'est un accord de paix le plus rapidement possible entre l'Ukraine et la Russie. Donc il ne fera rien, ne serait-ce que pour égratigner son accord de paix. D'autant plus que pour Trump, c'est une véritable urgence. Et oui, parce que Trump n'est pas idiot, il sait très bien que le temps joue avec Poutine. Que plus le temps va passer, plus Poutine va gagner du terrain en Ukraine. Bien sûr, sans compter qu'on ne connaît toujours pas en réalité les buts de Vladimir Poutine. C'est-à-dire la seule question qui vaille le coup de se poser. C'est-à-dire, va-t-il recréer la Nova Russia? Donc, va-t-il donc avoir au final 8 oblasts? Ben voilà, c'est ça la seule question en réalité qu'on devrait se poser. Tout le reste n'est pas un mystère. Ça, c'est le seul mystère restant en vérité. Alors, bah, Vladimir Poutine, lui, il est victorieux. Bah, pourquoi jouerait-il le faible en disant ah bah d'accord, je vais accepter le cessez-le-feu parce que tu le dis toi, Donald Trump. Voilà. Non, bah, bien sûr que non. Là, la Russie n'a aucune raison de ne pas continuer la guerre et d'aller jusqu'au bout pour atteindre tous ses objectifs militaires. Et d'ailleurs, M. Lavrov l'avait
indiqué clairement de cette manière-là. Bon, je vous parle même pas de Dimitri Medvedev, lui il était encore plus loin. Il a dit que si la Russie le voulait, la Russie pourrait prendre toute l'Ukraine et personne et rien au monde ne pourrait les en empêcher. Bon, c'est Medvedev, hein, évidemment. Donc la Russie va faire strictement ce qu'elle veut. Et mieux encore, peut-être que Trump, pris un peu au dépourvu, si vraiment ça s'éternise, vu qu'il n'a aucun levier de pression contre la Russie, peut-être pour atteindre ses objectifs à lui, dira-t-il, bon, je lève toutes les sanctions contre la Russie, et bon, et là j'espère que la Russie va lâcher quelque chose, va dire, bon, un cessez-le-feu. Voilà. Trump ne peut qu'espérer, mais le problème c'est que Trump, qui se la jouait, je lâche un petit peu tout pour la Russie, bah au final il lâche quasiment rien. Trump il a dit bon pour l'instant on touche pas aux sanctions. Et bon Zelensky a demandé des systèmes patriotes à Trump. Trump lui a fait une réponse un peu humiliante. Il a dit, bon, d'accord pour des systèmes patriotes, mais je vais voir avec les Européens. Ça veut dire à Zelensky, je ne vais pas te donner des systèmes patriotes, et là, tu dépends entièrement de l'Union européenne s'ils veulent bien te donner encore des systèmes patriotes. Et oui. Donc voilà, donc Trump fait une petite humiliation à Zelensky. Bon, Trump déteste Zelensky, hein, bien évidemment, ça faut quand même le préciser, ainsi que J.D. Vance. Et pire encore, lors de sa demande à Trump de système patriote, eh bien Trump en a profité pour lui dire, bah écoute, ce serait peut-être pas mal que la centrale nucléaire de Zaporojye soit entre les mains des États-Unis, que les États-Unis deviennent propriétaires de la centrale de Zaporojye. C'est la plus grande centrale d'Ukraine. Comme ça, bon, bah, la Russie hésiterait à faire quelque chose contre la centrale nucléaire. Vous vous imaginez un peu les idées de Donald Trump. Bon, j'aime beaucoup Donald Trump hein, pour certains côtés, mais bon, voilà quoi. Il fait du Donald Trump bien coulant, bien gras, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on retrouve le Donald Trump qui dit je veux le Groenland, je veux le Canada et je veux le canal du Panama. Oui, je veux. Je veux. Et comme je veux, eh bien tout l'univers va s'agenouiller devant mes désirs et hop, ça va devenir des réalités. Alors pourquoi je vous dis ça comme ça? Je vous dis ça pour la transition. Vous vous souvenez, je vous avais dit des prophéties autoréalisatrices. Eh bien Trump, il est comme ça. Parce que Trump, bah, déjà, il a un ego absolument démesuré, narcissique bien évidemment. Et donc, bah, lui, c'est comme ça. Il dit, voilà, moi je dis des choses, tout le monde doit m'écouter et tout le monde doit m'obéir surtout. Donc, il balance des trucs comme ça, complètement grotesques, et il a même dit, pourquoi pas les autres centrales nucléaires d'Ukraine, tant qu'à faire. Et là, Zelensky, quand même, bah, il a dit non, Zelensky. Il a dit, ah non, 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 non. C'est soit la centrale nucléaire de Zaporojye est à l'Ukraine, soit elle est à personne. Et là, je cite Zelensky. Bah, là, je dis bravo à Zelensky. Très bonne réponse. Une des très rares réponses patriotiques dignes et honorables de Zelensky. Donc, bien sûr, pouvait-il en être autrement? Il faudrait rappeler à Trump que la centrale nucléaire de Zaporojye, ça fait longtemps qu'elle est entre les mains des Russes. Je vous rappelle que l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre, à 6 reprises a fait des opérations amphibies contre la centrale de Zaporojye et ils avaient osé faire des opérations amphibies de combat contre la centrale de Zaporojye alors que Monsieur Grossi, donc le chef de l'AIEA, était à l'intérieur de la centrale de Zaporojye.
Vous voyez? Et à l'époque, la première opération amphibie avait été décidée par Boris Johnson. Bon, après, on a su que c'était le MI6 qui participait activement, puisqu'il y avait des membres des forces secrètes anglaises parmi les Ukrainiens. Et pas qu'un petit peu, hein, beaucoup. Donc, ils ont été exterminés, et il y a eu à 6 reprises, quoi, 5 ou 6 reprises, au minimum 5, peut-être 6, des opérations pour reprendre Zaporojhye en vain. Sans compter que Zaporojhye a été bombardé par des obus pendant peut-être 1 an ou 9 mois, quelque chose comme ça, des obus ukrainiens, par des drones, etc. Et que rien n'y a fait. Parce que la centrale est ultra protégée par les Russes. Donc vous voyez les idées de Trump. Vraiment, il balance tout et n'importe quoi, comme ça. Voilà. Mais il n'est pas le seul. On a aussi l'Union européenne qui fait des prophéties autoréalisatrices en espérant que leurs vœux se réalisent, même s'il est grotesque. Par exemple, ils veulent s'emparer des plus de 200 milliards de dollars qui sont à Bruxelles, c'est-à-dire les avoirs gelés russes. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ou alors l'Union européenne pète un câble complètement et devient le paria sur la scène internationale, avec des risques de désinvestissement du monde entier envers l'Europe absolument total. Et d'ailleurs, Bruxelles officiellement a dit que non, non, ça doit jamais arriver parce que les conséquences seraient cataclysmiques. Donc en gros, ça ne se fera pas. Et pourtant, Van der Leyen, Macron, Starmer, euh, Scholz et maintenant Merz, ils pensent encore très très fortement, hein. Très très fortement, hein. Et c'est pareil, on peut remonter plus loin, hein. Les prophéties autoréalisatrices, souvenez-vous du général Chauvency, non pas Chauvency, du général Yakovlev, du colonel Goya et de bien d'autres généraux et consultants de plateau télé qui nous disaient l'OTAN ne peut pas perdre contre la Russie. Ce n'est pas possible. La Russie va perdre la guerre. La Russie va perdre la guerre. Les journaux occidentaux l'ont répété, mais du matin au soir pendant des mois. La Russie n'a aucune chance contre l'OTAN. L'armée russe est complètement pourrie. Le commandement est inexistant. C'était presque, bon là j'exagère un peu, mais c'était presque s'ils se battaient avec des pelles, tellement ils avaient pas de complexe militaro-industriel. Voilà, ah ça y est, leurs missiles sont épuisés, ça y est, on vous le jure cette fois, la main sur le cœur, ils ont utilisé tellement de missiles, ah là on vous le jure, ils n'ont plus de missiles. Ça a duré 1 an et demi comme ça, 1 an et demi à peu près, hein. Donc vous voyez le ridicule. Donc ils espèrent très fort, ils prient que ça se réalise, mais le pire c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas qu'ils prient, c'est quand ils le disent, ils en sont persuadés. Ils en sont persuadés. Donc c'est la politique de l'autruche, mais aussi une politique de l'ignorance totale. Ils ne connaissaient pas l'économie russe, ils ne connaissaient pas le complexe militaro-industriel russe, ils ne connaissaient pas leur propre complexe militaro-industriel, ils ne connaissaient pas leurs propres forces. Là, je parle côté occidental. Donc vous voyez, l'ignorance fait dire des choses absolument terribles, sauf que le problème, c'est qu'il y a des peuples derrière. Il y a une guerre qui a été enclenchée entre l'Ukraine et la Russie, qui étaient deux peuples qui s'entendaient très très bien. En fait, le peuple ukrainien, à la base, c'est le peuple russe. Voilà, c'est quand même ça à la base, hein, c'est slave. Qui a fait l'Ukraine? Qui a créé l'État ukrainien? Qui a créé l'infrastructure en Ukraine, les villes? Bah, c'est pas les Ukrainiens, hein, c'est l'Union soviétique. Ne l'oublions pas. Donc l'Ukraine, c'est la Russie en réalité. Bon, le destin a fait que ça a changé de main, voilà. Mais bon, l'Ukraine a été faite en pensant que l'Union soviétique ne se détacherait jamais de l'Ukraine. C'est pour ça qu'il y a eu une indépendance de l'Ukraine qui a été créée
par le bon vouloir de l'Union soviétique, mais en pensant que ça resterait éternellement dans l'Union soviétique. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Bref, donc prophétie autoréalisatrice, là maintenant on a Macron et Starmer qui sont en train, avec Macron surtout en futur chef militaire de l'Union Européenne, et Van der Leyen, et la Kallas aussi, la ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, entre guillemets, hein, non élue, hein, comme Van der Leyen. Et voilà, on a les nouveaux bellicistes, les nouveaux chefs de guerre de l'Europe, avec un Macron qui fait un manuel de survie pour la France, parce que ça y est, alors, voilà, la Russie, menace existentielle, va être aux portes de la France. Et là, tout dernièrement, on a Keir Starmer qui balance que la Russie menace l'air, la terre et les eaux du Royaume-Uni. Je cite Keir Starmer. Vous voyez comment ils essayent d'instiller la peur dans les peuples européens, donc entre le manuel de survie suédois et la copie de Macron, parce que Macron il copie évidemment ce manuel, donc manuel français qui va bientôt être distribué aux Français, afin d'instiller la peur, bien évidemment, et nous préparer une future guerre. Parce qu'ils veulent la guerre à tout prix. Bah oui, sans peur dans la population européenne, eh bien on ne peut plus manipuler la population européenne, on ne peut plus la contrôler. Donc il faut bien faire ce stratagème-là, donc guerre à tout prix, comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, je vais pas y revenir. Et là je m'arrête là, puisque là je commence à être beaucoup trop long dans mon introduction. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, il y aura bien d'autres sujets traités, dont cette fois à la fin une partie économique un peu plus grosse que d'habitude. Voilà, commençons. Alors on va commencer par l'article de NBC News qui nous dit « L'administration Trump envisage d'abandonner le commandement de l'OTAN qui est exclusivement américain depuis Eisenhower. Cette décision est discutée dans le cadre d'une éventuelle restructuration des commandements de combat qui aiderait le ministère de la Défense à réduire les coûts. » Et oui, donc là on lit depuis près de 75 ans, il est de la responsabilité typiquement américaine d'avoir un général américain 4 étoiles qui supervise toutes les opérations militaires de l'OTAN en Europe. Mais l'administration Trump, selon 2 responsables de la défense au courant de la planification et un briefing du Pentagone consulté par NBC News, envisage de changer tout cela. Alors bon, quand on lit tout l'article, ça montre tout l'argent qui pourrait être économisé par les Américains s'ils sortaient de l'OTAN. Alors maintenant, encore une fois, tant que je n'aurai pas vu ça, je serai très sceptique. Nous verrons. Là maintenant, je vais vous montrer un article tout à fait exceptionnel qui vient d'un journal ukrainien qui s'appelle Strana Ukrainska. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce journal? Eh bien, on apprend dans le même temps la députée Mariana Bezuglaya, la fameuse Mariana Bezuglaya dont je vous parle souvent dans les points sur l'Ukraine, cette députée au courage extraordinaire, quasiment unique à la Rada, qui nous a dévoilé bien des secrets du gouvernement ukrainien. Bref, Mariana Bezuglaya qui critique Umerov, qui est le ministre de la Défense ukrainien, et le commandant en chef Sierski, a écrit que le retrait des forces armées ukrainiennes de la région de Kursk n'était pas prévu et que les unités partaient du mieux qu'elles le pouvaient, sans ordre. Elle appelle cela une erreur de calcul. Les gens ne reçoivent aucun ordre de partir. Chaque unité part du mieux qu'elle le peut. C'est de la barbarie de la part de Sierski. L'opération était nécessaire et tenir ses positions est important. Surtout maintenant, déclare Bezuglaya. Et là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, je vous avais dit que les forces ukrainiennes commençaient à partir, à se rendre même pour certaines forces ukrainiennes. Et quand elles partaient, elles partaient d'elles-mêmes. Elles n'avaient reçu aucun ordre de retrait par Zelensky. Aucun ordre, ni même de Sierski.
Et là, c'est confirmé par Mariana Bezuglaya. Et c'est bien parce que ça veut dire que mes sources sont bonnes. Les soldats ukrainiens décrivent à la BBC leur retraite de la région de Kursk comme un film d'horreur, une catastrophe, un effondrement et un échec du front. Ils disent avoir reculé sous les attaques constantes des drones russes qui ont coupé la principale route d'approvisionnement vers Souja Soumy. Le 9 mars, le combattant Vladimir a écrit à la publication qu'il se trouvait à Souja où il y avait la panique et l'effondrement du front. Les troupes ukrainiennes tentent de se replier en colonnes de troupes et de matériel. Certaines d'entre elles sont incendiées par des drones russes sur la route. Il est impossible de partir de jour. C'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière concernant Kursk et la débâcle de Kursk. Un autre combattant, Maxime, affirme que l'ennemi a réussi à détruire des dizaines de pièces d'équipement et que les débris ont créé des embouteillages sur les voies d'approvisionnement. Et Anton, qui servait au quartier général du commandement du front de Kursk, a qualifié la situation de catastrophique. Il a déclaré avoir réussi à quitter Souja à pied de nuit. Vous vous souvenez ? Quand je vous avais dit dans la débâcle de Kursk qu'ils étaient obligés de partir à pied, là c'est confirmé par un journal ukrainien, Strana. Plusieurs fois nous avons failli mourir. Des drones sont constamment dans le ciel. Il estime que l'Ukraine perdra toute position à Kursk. Mais d'un point de vue militaire, la direction de Kursk est épuisée. Il n'y a plus aucun intérêt à la conserver. Un quatrième soldat, Dimitri, a comparé la retraite à une scène de film d'horreur. Les routes sont jonchées de centaines de voitures, de véhicules blindés et de quads détruits. Il y a beaucoup de blessés et de morts. Leur voiture s'est enlisée dans la boue, ils ont été traqués par un drone et ils se sont cachés dans la forêt pendant 2 heures avant d'être secourus. Dimitri a déclaré que de nombreux combattants ukrainiens se sont retirés à pied et que les gars ont marché 15 à 20 km. La situation, a-t-il dit, est passée de difficile et critique à catastrophique. Bref, je m'arrête là. Mais vous voyez que tout cela est très 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 intéressant et confirme absolument tout ce que je vous disais dans les points sur l'Ukraine. Donc Kursk, une débâcle absolue et qui devait de toute manière finir en fiasco. C'était absolument inéluctable et ce qui devait advenir advint. Alors là, un article intéressant du New York Times qui nous dit les États-Unis se retirent du groupe d'enquête sur la responsabilité de l'invasion de l'Ukraine. Cette décision est le dernier signe en date de l'abandon de l'administration Trump de toute responsabilité envers le président russe Vladimir Poutine pour les crimes commis contre les Ukrainiens. Alors bon, en fait, c'est pas surprenant. Souvenez-vous dans son allocution à la Maison Blanche, avant qu'il ne rencontre Zelensky et qu'il y a eu cette scène absolument terrible entre les deux hommes, eh bien avant, Zelensky avait quand même dit que c'était l'Ukraine qui avait commencé la guerre et que Zelensky était un dictateur qui n'avait même pas été élu. Alors, il voulait dire par là qu'il aurait dû y avoir un vote pour son élection en mai de l'année dernière et que ça n'a pas eu lieu à cause de la loi martiale. Voilà, donc Trump lui jetait tout ça à la figure, mais le plus terrible à retenir, c'est que Trump ne considère pas que Vladimir Poutine ou la Russie a agressé l'Ukraine, il considère que l'Ukraine a agressé la Russie et que la Russie a dû intervenir. C'est absolument énorme, surtout de la part des États-Unis. Encore une fois, ça fait suite au premier coup de fil qu'a eu Trump avec Vladimir Poutine qui a duré 1 heure et demie, dont je vous avais relaté longuement le contenu, puisque Trump, peu après, avait dit en gros ce sur quoi ils avaient discuté. Donc tout ça n'est pas étonnant. Encore une fois, je le répète, Vladimir Poutine avait expliqué de long en large pendant cette 1 heure et demie, et je vous avais dit à ce moment-là
que c'était peut-être la première fois que Trump entendait toutes les vraies explications quant à l'origine de la guerre en Ukraine, qui remontait depuis 2014. Donc voilà, donc ceci explique cela. Alors ici un article du Washington Post qui nous dit Trump et Poutine discutent d'un accord de cessez-le-feu en Ukraine lors d'un long appel. Et là, qu'est-ce qu'on peut noter? Le Kremlin a déclaré que Poutine avait immédiatement ordonné à l'armée de cesser les frappes sur les sites énergétiques ukrainiens. Le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'il accepterait une suspension limitée de 30 jours des frappes sur les cibles énergétiques à condition que les États-Unis garantissent que les Russes fassent de même. Poutine et Trump ont également convenu d'entamer immédiatement des négociations au Moyen-Orient en vue d'un cessez-le-feu naval en mer Noire et d'un éventuel accord de cessez-le-feu complet, selon un résumé de l'appel de la Maison-Blanche. Alors oui, il y a des négociations avec des diplomates et des experts qui vont se tenir en Arabie Saoudite dans quelques temps, et pour parler des choses précisément, hein, que ça donne de la consistance. Mais bon, évidemment, ça va pas déboucher sur quelque chose immédiatement. Encore une fois, Poutine joue sur le temps long. Donc oui, il y a eu un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu de 30 jours sur les cibles énergétiques. Voilà. Donc bon, bah c'est bien, nous verrons où cela va nous mener. En attendant, évidemment, Zelensky va tout faire pour faire échouer ces négociations, puisqu'il l'a déjà fait avec une très grosse attaque de drones contre la Russie, dont une attaque de drones massive sur Moscou même, quoi, la banlieue de Moscou. Le jour des négociations, il a fait cette attaque massive. Donc évidemment, il voulait pourrir les négociations. Je vous rappelle que Zelensky, il va à reculons, hein, dans ces négociations. Il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer les Katorblas, la Crimée. Il veut tout récupérer, lui, Zelensky, dans ses rêves, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on a un article du New York Times qui ajoute de l'eau à mon moulin, puisque on lit «L'Ukraine attaque une base aérienne en profondeur en Russie». Donc ils ont attaqué l'aérodrome d'Engels pour la troisième fois. Les deux parties ont échangé des frappes dans la nuit alors que l'administration Trump s'efforçait de peaufiner les détails d'un cessez-le-feu partiel. Donc pendant qu'il y a des négociations avec Trump qui essaye de faire le maximum, on a quoi? On a les Ukrainiens qui bombardent l'aérodrome d'Engels, qui est un endroit absolument stratégique pour les Russes, puisque cet endroit-là permet de faire décoller les Tu-95 et les Tu-160. Donc là, apparemment, il y a un drone qui aurait pu percuter un dépôt de kérosène, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas sûr. En tous les cas, c'est à confirmer. Nous verrons bien. Mais bon, bref, comme vous pouvez le voir, évidemment, ce n'est pas anodin que cette base importante pour les Russes ait été frappée en pleine négociation. Évidemment, c'est un coup symbolique pour les Russes, puisque aucun avion a été touché. Mais ça veut dire beaucoup symboliquement. Ça veut dire que l'Ukraine, elle n'est pas prête à un cessez-le-feu. Ça, c'est certain. Bon, d'un autre côté, la Russie non plus, hein, bien sûr, hein. Pour être objectif et fair-play, faut noter que ni l'Ukraine ni la Russie ne veulent un cessez-le-feu tant que ça ne les arrange pas, évidemment. Alors là, un article du Parisien qui m'a vraiment fait sourire. Troupes en Ukraine, réarmement européen, service militaire, ce que veut Emmanuel Macron. Dans un entretien à la presse quotidienne régionale, dont le Parisien aujourd'hui en France, le chef de l'État incite les fabricants français à produire davantage. Et il insiste sur la pression sur la Russie pour qu'elle accepte la trêve en Ukraine. Alors bon, je vous passe quelques détails. Dans les scénarios militaires, des centres comme Kiev, Odessa, Lvov seraient évoqués. Une certitude, les Européens se passeront de l'accord de Poutine. L'Ukraine est souveraine,
Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas, martèle le président. Donc là, Macron se sent pousser des ailes. Donc Jupiter a décidé que l'opinion de la Russie ne comptait pas, mais l'opinion de la France, elle, a compté énormément. Alors vous imaginez bien ce qui pourrait arriver si des forces, entre guillemets, de la paix arrivaient en Ukraine, comme l'a déclaré Vladimir Poutine et M. Lavrov, et depuis très 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 longtemps, puisque Macron, n'oublions pas qu'il a été le premier à dire qu'il allait envoyer des troupes, quoi qu'il voudrait envoyer des troupes françaises en Ukraine. Il a été le premier, hein. N'oublions pas cet incident à l'Élysée tard, très tard le soir, après une petite fête où Macron avait lâché malencontreusement, je cite, il va falloir que j'envoie des gars à Odessa. Souvenez-vous de ce scandale. Donc Macron, il est à fond, hein. On ne sait pas ce qu'il a comme intérêt pour l'Ukraine, mais il a de très forts intérêts pour l'Ukraine, hein. Il ne lâche absolument rien concernant cette idée d'envoyer des troupes sur place. Donc, et puis j'adore, l'Ukraine est souveraine. Depuis quand l'Ukraine est souveraine? Alors bon, peut-être depuis avant 2014. Avant 2014, elle était souveraine. Après 2014, elle ne l'a plus été. Bref, très drôle comme article, mais aussi une chose à noter. Remontons. Là, il dit le chef de l'État incite les fabricants français à produire davantage. Mais je le répète, parce que c'est pas la première fois que je le dis dans des points sur l'Ukraine, vous allez dire à une entreprise privée produit davantage. Donc ça veut dire investir davantage dans l'usine pour l'agrandir. Sauf que faut des garanties pour cette usine. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand il y aura la paix? Voilà. N'oublions pas que nous, on est coutumiers du fait, hein. Quand il y a eu le Covid, on a dit aux producteurs français, produisez davantage de masques. Donc ces entreprises françaises ont investi beaucoup, ils ont produit beaucoup plus de masques, et ensuite l'État les a laissés tomber. Donc chat échaudé craint l'eau froide, hein. Donc là, les industriels français, on leur dit, produisez davantage, donc investissez davantage, mais il va falloir de solides garanties de l'État financiers pour leur donner quand même de l'argent très régulièrement et pour très 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 longtemps, même en temps de paix. Eh oui, est-ce que l'État va vraiment vouloir faire ça? Je ne pense pas que les industriels français obtiennent cet avantage énorme de l'Élysée, c'est-à-dire de les financer pendant encore longtemps, même en temps de paix. Nous verrons bien, mais je n'y crois pas. Donc ça, pour moi, ça reste des vœux pieux. Économiquement, ça tient pas. Surtout si la paix arrive vite et que l'Allemagne veut renouer des liens avec le Nord Stream. Bon, on n'en est pas encore là, certes, hein. Mais bon, si jamais ça arrive, il y aura une paix durable. Donc les entreprises françaises pensent à tout cela, évidemment, et ce ne sont pas des idiots. Eux, ils doivent prévoir sur le long terme. Nous verrons bien. Alors là, très vite, parce que c'est un détail, on a The Guardian qui nous dit que Zelensky remplace le chef d'état-major général des forces armées. Alors attention, là, faut se méfier. Ça ne veut pas dire que c'est Syrski qui va dégager, parce que le chef d'état-major suprême, c'est le général Sielski. Là, on ne parle pas de Sielski, mais d'un dénommé Andrei Gnatov. C'est lui qui va être viré et il va être remplacé par un Anatoly Bargilevich. Voilà, c'est un bouc émissaire, hein, tout simplement, qui n'avait fait que suivre les ordres de Zelensky et de Sielski. Bon, rien d'étonnant, fallait bien un bouc émissaire pour la débâcle de Koursk. Là, on a un article de The Standard qui nous dit « La Russie de Poutine, citation, menace le ciel, les eaux, les rues et la sécurité nationale de la Grande-Bretagne », prévient Keir Starmer.
Alors évidemment, ça rappelle beaucoup le discours de Macron avec la menace existentielle russe. Le Premier ministre a souligné qu'il y aurait un étranglement sur le Royaume-Uni et d'autres pays européens si Poutine n'était pas contraint de mettre fin à sa guerre en Ukraine. Bah, voilà le bellicisme dans toute sa splendeur. Soyons très agressifs, nous le petit poussin, contre l'ours russe. Soyons le plus agressif possible, le plus belliciste possible, et vous allez voir, tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Vous voyez, on est encore dans la prophétie autoréalisatrice. Vous inquiétez pas, nous, si la Russie nous attaque, on sera vraiment de taille pour se défendre. Ne vous inquiétez pas. Toujours dans le bellicisme le plus total, on a le nouveau chancelier allemand Merz approuvera la fourniture de missiles longue portée Taurus à l'Ukraine. Donc il balaye d'un revers de main ce que son homologue, on va dire, je dis homologue même si c'est pas tout à fait le cas maintenant, Olaf Scholz, qui a retenu sa main pour d'excellentes raisons, bah Merz lui balaye tout ça d'un revers de main. D'un autre côté, bon là j'ai pas le temps, mais pour ceux qui sont intéressés, regardez la biographie de Merz et vous allez voir qu'il fait partie de l'État profond depuis très longtemps. Donc en fait, rien de surprenant, c'est un Macron allemand, pourrait-on dire. Alors là, c'est un article de l'Indépendant qui est très intéressant pour moi, je vous explique. C'est parce que lundi dernier, sur la carte militaire, je vous avais parlé des bombes GLSDB qui étaient inefficaces face aux brouilleurs russes et qu'une nouvelle génération développée par Boeing allait être livrée à l'Ukraine pour qu'elle puisse passer outre ce brouillage russe, tout du moins en théorie. Et moi, quand je vous avais dit ça sur l'Ukraine, je me basais sur des sources russes. Donc là, comme quoi, vous voyez, la source occidentale, c'est bien confirmé. Donc là, c'était juste pour vous dire que tout est confirmé concernant les bombes GLSDB. Alors je rappelle là très vite que les bombes GLSDB, c'est des bombes tout à fait atypiques dont on a doté de roquettes l'arrière de la bombe afin que la bombe puisse être tirée de camions à terre. Donc c'est très atypique comme bombe. Alors toujours dans un sentiment de bellicisme, d'agressivité et aussi pour alimenter la peur générale en Europe, on a un article de BBC News qui nous dit la Pologne et les pays baltes vont se retirer du traité sur les mines terrestres par crainte de la Russie. Donc on est toujours dans la menace fantôme complètement fictive, inventée par les élites européennes, principalement Ursula von der Leyen, Macron, Starmer, hein, pour parler que des fers de lance. Bon bah voilà, ça continue hein, évidemment et apparemment rien ne les arrêteront tant qu'une vraie paix ne soit pas effective en Ukraine. Et encore, même si la paix était là demain et que tout le monde s'entendait bien, j'entends États-Unis, Ukraine et Russie, je crois que l'Union européenne pousserait encore dans le bellicisme et voudrait quand même une petite guerre avec la Russie, histoire de faire diversion sur les problèmes internes de l'Union européenne, déficit, chômage, inflation, effondrement de la société de l'Union européenne, etc. Ça permet de dévier bien des problèmes, une petite guerre, et hop, voilà, loi martiale, et nos bellicistes deviennent des tyrans tout à fait légaux, ayant absolument tout pouvoir. Et oui, n'oublions pas le fameux article 16 en France qui pourrait être brandi par Macron et qui lui donnerait tous les pouvoirs. Et oui, faut penser à tous les détails. Maintenant, le côté économie. Là, au 18 mars, Merz, donc le futur chancelier allemand, 3 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine pourraient être débloqués d'ici vendredi.
Voilà, donc ça c'était pour le côté allemand. Toujours concernant l'Allemagne, on a un article intéressant de DPA International qui nous dit l'AfD, le plan de dépenses allemande sonne le glas de l'euro. Donc là c'est Alice Weidel, donc la chef de l'AfD. Et là on lit la co-dirigeante du parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, Alice Weidel, a vivement critiqué un plan de dépenses de plusieurs milliards d'euros adopté par le Bundestag plus tôt mardi. Elle a déclaré que les législateurs avaient approuvé une dette gigantesque. Weidel a accusé le leader conservateur Friedrich Merz, le prochain chancelier du pays, d'avoir rompu toutes ses promesses électorales. Ce n'est rien de moins que la pire tromperie électorale que j'ai vue dans l'histoire de la République d'Allemagne, a-t-elle accusé. La décision de mardi reviendra à hanter les générations futures, les consommateurs et les contribuables, a déclaré Weidel, mettant en garde contre des bouleversements sur le marché du crédit, une hausse des taux d'intérêt et un effet de contagion sur les autres pays de l'euro, et par conséquent, c'est le glas de l'euro. Et oui, on a des plans de dépenses allemands complètement fous, et uniquement pour la défense allemande. Uniquement pour la défense allemande. Là, l'Allemagne prévoit 100 milliards d'euros pour sa défense. Ursula von der Leyen prévoit 800 milliards d'euros pour l'Europe, pour sa défense. Voilà. Et évidemment, comme je vous l'ai dit à de très nombreuses reprises, tout le reste du pays, la justice, les hôpitaux, le chômage, la crise énergétique, les factures énormes, etc., etc., la pauvreté, le mal logement, tout va bien, on peut tout consacrer à la défense, c'est le bon moment, il faut y aller. Là, on a The Kyiv Independent, donc le grand journal ukrainien, qui nous dit le Royaume-Uni va accorder un prêt de 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine, garanti par des avoirs russes gelés. Évidemment, tout ça est complètement illégal, bien évidemment, et le Royaume-Uni s'entête là-dedans. Vous notez qu'aucun média ne relève, bien évidemment, mais c'est comme ça. Le Royaume-Uni n'est pas à ça près, ils ont fait bien d'autres choses contre le peuple anglais, bien évidemment, parce que bon, ça c'est une goutte d'eau comparée à ce qu'a déjà donné le Royaume-Uni à l'Ukraine. C'est complètement honteux, bien évidemment, et ça continue, mais il n'est pas le seul. Nous, comme on vient de le voir, on a l'Allemagne, mais on a aussi la France, bien sûr, comme fer de lance. Là, on a la Commission européenne qui va verser 1 milliard d'euros supplémentaires à l'Ukraine dans le cadre de sa part du prêt du G7, qui sera remboursé avec le produit des actifs russes immobilisés. Alors vous vous doutez bien que tout ça, je le répète encore une fois, est foncièrement illégal, bien évidemment, et qu'un jour ou l'autre, quand la paix sera là et que la Russie pourra se concentrer sur l'UE, eh bien, il y aura certainement, je le crois tout du moins, une contre-attaque à tout ça, des contre-attaques rétroactives, qui, à mon avis, feront très mal, hein, sachant que la Commission européenne vise collectivement à fournir environ 45 milliards d'euros de soutien financier à l'Ukraine, qui s'ajoute à ce qui a déjà été donné à l'Ukraine. Hein, je crois que c'est de l'ordre de 160 milliards d'euros qu'a déjà donné l'Union européenne à l'Ukraine. Donc ajouter à cela les 45 milliards d'euros, voilà, qui devraient arriver dans quelques temps. Bon, nous verrons bien, mais en tous les cas, bien entendu, c'est complètement scandaleux. On ne nous a pas demandé notre avis et pourtant c'est notre argent là qui est donné à l'Ukraine, sans référendum, sans rien, tout ça par des technocrates non élus. C'est une véritable tyrannie ou dictature comme vous voudrez. Et en plus, bien évidemment, on est complètement impuissant. C'est pas fini, toujours l'Union européenne, Ursula von der Leyen à Kiev avec une nouvelle aide financière de 3,5 milliards d'euros. Alors certes, l'article ne date pas d'hier exactement, il date du 24 février, mais ce n'était pas si loin, c'était il y a moins d'un mois. Mais vous voyez, histoire d'être complet au niveau de l'Union européenne, fallait pas oublier von der Leyen qui avait donné 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine.
Alors, c'est pas fini. On a la commission ouvre la voie au versement du deuxième versement régulier à l'Ukraine de près de 4,1 milliards. Donc, en gros, ça fera 8,2 milliards à peu près, là, bientôt. Et qu'est-ce qu'on lit? Une fois adoptée par le Conseil, cette décision portera à 16,1 milliards d'euros le total des fonds décaissés en 2024 à l'appui du plan Ukraine. Voilà. À cela s'ajoute évidemment, je ne cesse de vous le répéter depuis très 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 longtemps, les 3 milliards d'euros que l'Union européenne donne à l'Ukraine par mois, juste pour son fonctionnement étatique. Uniquement, hein. Pas pour la guerre, mais pour son fonctionnement. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc bien évidemment que c'est scandaleux, car encore une fois, je sais, je me répète, c'est votre argent là qui est donné comme ça, sans que vous ayez votre mot à dire, bien évidemment. Et le dernier article viendra de la BBC qui nous dit combien les États-Unis ont-ils donné à l'Ukraine, article du 1er mars 2025. Eh bien, on a, d'après le département de la défense américaine, ils ont donné en gros 183 milliards de dollars. Donc là, entre octobre 2021 et décembre 2024. Voilà, ça c'est ce que le département de la défense américaine dit. Voilà, de ce qu'elle a donné entre octobre 2021 et décembre 2024. Alors, maintenant, on a, là c'est l'Europe. Il calcule qu'entre le 24 janvier 2022 et fin 2024, l'Europe, dans son ensemble, a dépensé 138,7 milliards de dollars pour l'Ukraine. Donc, grosso modo, parce que vous voyez, 24 janvier, fin 2024 et octobre 2021, fin 2024, 182, bon 183 milliards plus 139 milliards en gros, vous additionnez le tout, vous avez un chiffre qui donne le tournis. Imaginez-vous si les États-Unis ou l'Europe avaient donné tout cet argent pour leur propre pays. Imaginez-vous, ça aurait peut-être changé la face de l'Union européenne et des États-Unis. On ne sait pas. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un spécial et rarissime économie de guerre, entre guillemets, pour l'Ukraine. Tout ce qu'on a donné à l'Ukraine côté américain, côté Union européenne, c'est absolument affolant et scandaleux, mais c'est comme ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, soyez curieux.